Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous saluer. Et moi, je m'appelle Brian Vendagné, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, très intéressant, une histoire magnifique. Et pour commencer, je vais vous donner l'introduction du livre, ça veut dire la description du même. Bien, tout d'abord, le livre il s'appelle Le Comte de Monte Cristo et il a été écrit par Dumas. Il a été publié la première partie en 1844 et, la dernière partie en 1845. Il a été publié en plusieurs parties et ce livre appartient au genre littéraire d'aventure. L'histoire de- est développée entre dans l'époque du règne de Louis XVIII en France et aussi les 100 jours de gouvernement de Napoléon et aussi euh, Louis-Philippe Ier de France. Ça veut dire que cette histoire est développée entre 1814 et 1838. Les personnages principaux, vous pouvez trouver, si vous lisez le livre, vous allez trouver à Edmond Dantes, qui est le protagoniste du livre, Mercedes, fiancée d'Edmond, au début, mais à cause d'avoir disparu, le protagoniste devient l'épouse de, de Fernand, le cousin, qui est amoureux d'elle, et à la fin, il devient son époux. Fernand, c'est un autre personnage très important de l'histoire. Et on peut trouver aussi à Danglars. Danglars qui ressemble à Fernand et qui dépose un crime à Edmond. La source d'inspiration pour Alexandre Dumas, la source d'inspiration en était les mémoires de Jacques Boucher. Il nous racontait l'histoire d'un cantonnier appelé François Picot qui vivait à Paris en 1867. Sa fiancée était riche, mais 4 amis ont dit aux autorités qu'il était un agent bonapartiste. Il a été emprisonné pendant 7 ans. Pendant cette période de temps, son co-détenu moribond lui a légué un trésor caché à Milan. Quand il a été libéré, il a pris le trésor et après il est retourné à Paris avec un autre nom. Et c'est comme ça qu'il a dédié 10 ans pour planifier la vengeance à ses amis. Et on croit aussi, ça c'est la source d'inspiration, mais le protagoniste, ça veut dire Edmond Dantes, et Alexandre Dumas a été inspiré par son père, qui a été le premier général noir en France. Donc, pourquoi choisir cette histoire? Ou pourquoi lire ce livre? Pour moi, j'ai choisi le livre parce que cette nouvelle antique est considérée le meilleur travail fait par Dumas. Elle est fréquemment considérée comme une des meilleures nouvelles de l'histoire littéraire. De plus, cet ouvrage nous montre pourquoi Alexandre Dumas est un des écrivains les plus vénérés de son pays. Et même cette même histoire nous montre tout ce qu'on peut demander: action, aventure, sentimentalisme et aussi finalement vengeance. Et il est ce qui complète l'histoire. Bon, malgré aussi cette histoire, c'est très longue, et c'est très intéressant à dire l'attention du public. Et bon,
Pour commencer à résumer ce livre, je dois mentionner que j'ai divisé l'histoire en 4 parties, et la première, c'est la présentation de l'histoire. Je l'ai nommé comme ça, et je vais vous présenter euh, cette première partie. Bon, la première partie, je l'ai nommé comme ça. Dans cet étage, on me montre un garçon, un simple garçon, mais un garçon très capable de faire tout ce qu'on lui demandait. Il était le deuxième, ça veut dire le sous-capitaine du pharaon, le bateau dans lequel il travaillait. Mais pendant un voyage qu'il faisait avec le bateau, dans le bateau, pendant un voyage de 4 mois, le capitaine Leclerc est mort. Et après de cet événement, M. Morel, qui était le propriétaire de la compagnie marchande, lui a dit qu'il était le nouveau capitaine du pharaon. Dans cet âge, on connaît aussi à Mercedes, la fiancée d'Edmond, à Danglars, à Fernand et Caderousse, et aussi au père du protagoniste. Bon, dans cette partie, le livre nous raconte que le protagoniste s'arrête à l'île Elba, où il était prisonnier de Napoléon, pour faire la dernière volonté du capitaine Leclerc, laquelle était recueillir une lettre adressée à Nanterre en Paris. Bien, ça c'est la première partie. Après, la deuxième partie, je l'ai nommée comme ça, la fausse accusation. Dans cette tâche, l'histoire change pour Dantes, puisque Fernand, Danglars et Caderousse complotent pour le faire arrêter. Fernand, cousin de Mercedes, est amoureux d'elle et il souhaite se marier avec sa cousine. Danglars, qui est la deuxième personne qui ensemble à Fernand ont incriminé à Dantes, il a envie de Dantes parce que il voulait être le capitaine du pharaon. De plus, il pense qu'à cause des problèmes passés avec Dantes, il peut être affecté d'une mauvaise manière, ou il peut être licencié aussi. Mais ça, c'est très différent de ce qu'il pense Dantes ou ce qu'il a supprimé à M. Morel. Donc, en combinaison, ces 3 personnes, Danglars, Fernand et Caderousse, ont décidé de rédiger une lettre dans laquelle il accusait à Dantes d'être un agent bonapartiste, si vous comprenez le contexte de ce qui signifie être un agent bonapartiste. C'était une chose très c'est quelque chose de très très mauvais pour les autorités de ce moment. Bon, à cause de cela, Dantes s'est arrêté le même jour de son mariage avec Mercedes. Villefort, le magistrat, assure que l'accusation était fausse, mais le nom de son père était dans la lettre. Ça veut dire Noirtier était le père de Villefort. Et il n'a pas voulu le laisser libre puisque la lettre pourrait produire des problèmes pour lui. Et ça, c'est la deuxième partie. D'abord, on a la présentation de l'histoire. Maintenant, on passe à la fausse accusation de Dantes, faite par Danglars, Caderousse et Fernand, le cousin de Mercedes, la fiancée d'Edmond. La troisième partie, je l'ai nommée la sentence pour Edmond. Et bien, dans cette partie, Dantes s'est arrêté
et emprisonné dans le château If. On pouvait sortir seulement en étant mort. Inquiété, Edmonds, évidemment, par la situation, il devient dépressif jusqu'à connaître un autre prisonnier qui voulait échapper. Il s'appelait Faria. Lorsque ils sont devenus amis, ils enseignent à Dantes tout ce qu'il pouvait imaginer. Il a été dans ces moments que Faria lui parlait d'un trésor qu'il avait dans l'île de Monte Cristo. Ils sont passés comme ça 14 ans en essayant d'échapper, dans lequel ils font un tunnel pour échapper du château. Mais dans un moment, Faria est mort et tout se devient plus compliqué pour notre protagoniste. Et après de l'avoir pensé, il décide de remplacer à son ami dans le sac et il est lancé à la mer. Mais il peut se libérer et c'est comme ça qu'il a commencé à nager et il a pu échapper. Et ça, c'est la troisième partie. C'est comme Dantes a pu échapper du château où il était emprisonné. Bon, la quatrième partie, il s'agit de la vengeance du comte de Monte Cristo. Après d'avoir échappé et trouvé le trésor, Dante décide de retourner à Paris pour commencer sa vengeance et il est nommé maintenant le comte de Monte Cristo. C'est comme ça qu'il a obtenu ce nom. C'est à cause du trésor. Et en première, ce qu'il a fait, c'est aider à M. Morel parce qu'il perdait la compagnie où il travaillait avant d'avoir été accusé par ces trois personnes. En deuxième, il recrute un esclave grec appelé Eide qui avait perdu sa famille à cause de Fernand qui trahit Ali, le père de Eide, en lui donnant à ses ennemis qui l'ont tué et en tuant aussi son épouse, malgré sa mission était de les protéger. Quand il retourne finalement à sa maison, il observe que Mercedes est mariée maintenant avec Fernand et ils ont un enfant. Danglars est maintenant un homme très important parce qu'il est marié maintenant avec une femme très riche et elle était une veuve. Il se présente maintenant comme le comte de Monte Cristo et commence et c'est comme ça qu'il commence la vengeance contre ses amis, ou c'est ça qu'il croyait, n'est-ce pas? Villefort, après d'avoir fait tout ce qu'il voulait, Villefort devient fou, Danglars perd tout ce qu'il avait, et Fernand est mort. En se complétant comme ça une des meilleures vengeances de l'histoire de, de l'histoire de la littérature française, ou au moins c'est la vengeance laquelle j'ai le plus aimé. Finalement, Dantes pense que la vengeance l'a évolué et a dépassé les limites de la justice. Alberto, le fils de Fernand, le défie en duel, mais Mercedes lui demande de lui pardonner la vie. Elle lui confesse qu'elle a toujours su qu'il était Dantes en réalité. Enfin, Dantes arrête sa vengeance et il recommence sa vie de l'amant de Heide. Et voilà, c'est le fin de l'histoire et j'espère que vous ayez compris cela. Maintenant, mon personnage préféré. Je crois que vous avez déjà imaginé qui il était et il s'agit de Edmond Dantes. Mon personnage, c'est il parce que
nous enseigne à se connaître soi-même, à développer toutes les potentialités humaines, à maîtriser la colère et la vengeance, à résister, à accepter l'infortune et à affronter la douleur comme une partie qui nous aide à améliorer chaque jour. Ce que j'ai plus aimé du livre, c'est la manière dans laquelle Dantès a réussi à échapper du château. Je dois mentionner que moi aussi, je me suis senti libéré parce que euh, quand je lisais l'histoire, j'imaginais que j'étais dans ces moments. Donc, après avoir lu la manière dans laquelle il échappait du château, bon, j'ai senti que je n'ai pas, je n'ai pas pu éviter sentir que j'ai échappé aussi du château. Bon, c'est une histoire incroyable qui nous montre comment retrouver la justice dans chaque moment et n'importe pas la circonstance. Ça y est, c'est ce que j'ai plus aimé du livre ou de l'histoire. Bien, si vous aimez la lecture, vous devez connaître les figures de style, les figures de style que, les figures de style que j'ai trouvées dans cette œuvre. Et la première, c'est Cinedoc. L'exemple que j'ai écrit dans la présentation, il dit la garde signala les trois mâts. Mât, c'est une partie d'un bateau. Et ça, c'est Cinedoc. Et là, si vous avez la définition de cette figure de style, c'est très lié. Et aussi, j'ai trouvé la métaphore. Et comme vous déjà savez, c'est une comparaison. Et sans mentionner un mot qui représente une comparaison, comme par exemple le mot comme dans la métaphore, l'écrivain attribue des caractéristiques de quelque chose ou d'un objet à un personnage. Donc, si vous lisez la phrase que j'ai écrite dans la présentation, vous allez euh, savoir que c'est une métaphore. Bien, j'ai trouvé aussi oxymore. Oxymore, c'est très lié à la contradiction, mais ce qui fait la différence entre oxymore et antithèse, c'est que l'oxymore, on trouve dans une même phrase, ça veut dire la première mot et la deuxième mot sont contraires. Bien, j'ai trouvé aussi beaucoup de comparaisons, mais j'ai écrit seulement une. J'ai pris le navire, c'est porté comme je me porte. Le navire et je, ce sont, une, ce sont c'est le comparant et le comparé. Et aussi, vous pouvez regarder en blanc et le mot comme, ce qui signifie que c'est une comparaison. Bien, j'ai trouvé aussi une allégorie. Bien, j'ai trouvé plusieurs, mais j'ai écrit ce n'est pas encore mon nom, dit elle, et dans mon pays cela porte son malheur. L'allégorie, c'est très lié à la pensée des gens. Et bien dans ce moment, Danglars lui dit à Mercedes que elle s'appelait maintenant Mercedes Dantes. Et c'est ce que j'ai écrit dans la présentation. C'est la réponse qu'elle a donnée. Je dois aussi mentionner l'hyperbole et la comparaison dans une même phrase. C'est par cela que j'ai écrit, malgré avoir été répété. Et bien, pour simplifier, j'ai écrit joyeux
comme deux élus qui montent au ciel. Bien, je, je crois que vous pouvez identifier le mot comme depuis le moment dans lequel vous voyez ces mots, vous déjà savez que c'est une comparaison, n'est-ce pas? Eh bien, et je crois qu'il y a aussi une hyperbole parce que c'est très exagéré la manière dans laquelle le rédacteur euh, nous fait imaginer ces moments. Et finalement, j'ai trouvé synesthésie. Et dans la présentation ou dans le livre, l'écrivain dit le soleil s'éleva brillant et l'air pur. Ça veut dire la définition de synesthésie, c'est quand vous trouvez au moins deux ou trois sens de, dans une phrase. Dans la première partie, le soleil s'éleva brillant, ça veut dire qu'il a regardé le soleil. Et quand il mentionne l'air pur, et ça veut dire que c'est respiré. Et c'est ça. Bien. C'est la dernière figure de style que j'ai trouvée. Et voilà, j'espère que vous ayez profité de cette présentation du livre. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je vous laisse à la fin une phrase très intéressante qui dit la littérature ne peut pas changer le monde, mais elle peut défier la réalité en fait toute la beauté. Ça l'a mentionné Mohamed Bougar Sarr. Bien, merci, bien à vous.